Dans un village isolé du Bihar en Inde, une mère cherche désespérément son bébé de 9 mois. La petite fille a disparu de la crèche locale. Quelques heures plus tard, la police interroge un enfant de 8 ans. Au lieu de montrer de la peur ou de la confusion, le garçon sourit. Il réclame des biscuits. Puis, avec un calme déconcertant, il guide les policiers jusqu'à un champ. Sous l'herbe haute, il découvre le corps sans vie du nourrisson. Ce n'est pas son premier crime. Ce n'est même pas son deuxième. Avant ses 9 ans, Amarjit Sada a déjà tué 3 bébés. Aucun remords, aucune émotion. Juste un sourire vide et une demande « Est-ce que je peux avoir un biscuit maintenant ?» Comment un enfant peut-il devenir un tueur en série? Bienvenue dans l'une des affaires criminelles les plus troublantes de l'histoire moderne. Le village de Mushahar, dans l'état du Bihar, porte un nom qui signifie littéralement « attrapeur de rats ». C'est un endroit oublié du monde, où la pauvreté n'est pas une condition temporaire, mais un mode de vie ancestral. Les maisons de terre séchées bordent des chemins de poussière rouge. L'électricité reste un luxe. L'eau potable, une quête quotidienne. En 2006, la plupart des habitants de Mushahar survivent avec moins d'$1 par jour. Les familles nombreuses s'entassent dans des habitations d'une seule pièce. Les enfants courent pieds nus entre les cabanes, sans supervision, sans structure, sans avenir. L'école, un concept abstrait pour ces communautés dalits, les intouchables du système de castes indiens. C'est dans ce contexte de négligence institutionnelle et d'abandon social qu'Amarjit Sada voit le jour en 1998. Sa famille compte de nombreux enfants. Son père travaille comme journalier dans les champs, gagnant à peine de quoi nourrir la fratrie. Aucun membre de la famille ne fréquente régulièrement l'école. La survie quotidienne consume toute l'énergie disponible. Dès son plus jeune âge, Amarjit se distingue des autres enfants. Pas par son intelligence ou sa curiosité, mais par quelque chose de plus sombre. Les voisins remarquent son regard vide. Les autres enfants l'évitent instinctivement, comme des animaux qui détectent un prédateur. Il montre une agressivité anormale, une violence disproportionnée lors des jeux. Personne n'intervient. Dans un village où la mort infantile reste tristement banale, où les accidents sont fréquents, où la malnutrition fauche régulièrement des vies, qui prêterait attention au comportement bizarre d'un enfant parmi tant d'autres? Les adultes ont leurs propres problèmes. Les autorités sont absentes ou corrompues. La famille Sada vit selon les codes traditionnels de la communauté. Les problèmes se règlent en interne. On ne fait pas appel à la police, perçue comme une menace plutôt qu'une protection. Les conflits, les tragédies, les crimes même, restent des affaires privées. Cette loi du silence créera les conditions parfaites pour qu'un prédateur opère en toute impunité. Amarjit grandit dans cette bulle d'invisibilité sociale. Pas de télévision pour lui montrer le monde extérieur. Pas de livres pour développer son imagination. Pas d'adultes attentifs pour déceler les signes avant-coureurs. Juste la rue poussiéreuse, les bagarres entre enfants et un vide émotionnel que personne ne cherche à combler. À 7 ans, il ressemble à n'importe quel autre enfant du village. Maigre, sale, aux vêtements déchirés. Mais derrière ce masque d'innocence enfantine se cache quelque chose de profondément anormal. Quelque chose que même les adultes les plus expérimentés du village ne peuvent identifier. Une absence totale d'empathie. Un désir naissant de contrôle. Une curiosité morbide pour la fragilité de la vie. Les spécialistes débattront plus tard des origines de sa condition. Génétique, environnementale, traumatisme non identifié. La réponse importe peu pour ce qui va suivre, car à la fin de l'année 2006, cette combinaison toxique de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux va produire l'impensable. Un enfant de 7 ans s'apprête à commettre son premier meurtre. Et personne, absolument personne, n'est là pour l'arrêter. Fin 2006. Dans la maison du tiyo maternel d'Amarjit, un bébé de 6 mois dort paisiblement. C'est sa cousine, une enfant vulnérable et sans défense. Personne ne sait exactement comment Amarjit se retrouve seul avec elle. Personne ne sait combien de temps cela dure. Ce que l'on sait, c'est qu'il l'étrangle. Les détails précis de ce premier meurtre resteront flous. La famille découvre le corps sans vie du nourrisson. L'horreur, les pleurs, les questions. Mais très vite, une décision est prise. Une décision qui scellera le destin d'autres victimes innocentes. On ne préviendra pas la police. Dans la culture de Mushahar, impliquer les autorités signifie attirer l'attention sur la famille, risquer l'humiliation publique, affronter un système judiciaire corrompu et inefficace. Les deux familles se réunissent. Des explications sont cherchées.
Des accusations peut-être murmurées, mais finalement, le silence l'emporte. La mort du bébé est attribuée à un accident, une fatalité de plus dans un endroit où la mort rôde constamment. Amarjit observe tout cela. À seulement 7 ans, il vient de tuer un être humain et de s'en sortir sans conséquence. Aucune punition, aucune investigation. Juste un secret familial qu'il faut enterrer avec la petite victime. Pour un esprit psychopathe en développement, c'est une leçon terrifiante. Il peut tuer et échapper à toute forme de justice. Quelques mois passent. Début 2007. Amarjit frappe à nouveau. Cette fois, la victime est encore plus proche. Sa propre sœur, âgée de seulement 8 mois. Les circonstances exactes restent méconnues. Le mode opératoire semble similaire. Violence brutale, possiblement strangulation ou coup à la tête. Le corps minuscule est découvert. La famille est dévastée. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il se reproduire? Les soupçons doivent certainement se tourner vers Amarjit. Mais encore une fois, la loi du silence prévaut. Peut-être les parents refusent-ils de croire qu'un de leurs enfants soit capable d'une telle monstruosité. Peut-être la peur de la stigmatisation sociale est-elle trop forte. Une fois de plus, aucune plainte n'est déposée. Aucune enquête n'est menée. Le corps de la petite fille est enterré discrètement. La vie continue tant bien que mal dans le village. Les rumeurs circulent peut-être, mais personne n'ose franchir le seuil de la révélation publique. Le secret demeure intact. Pour Amarjit, c'est une confirmation. Il a maintenant tué 2 fois, 2 membres de sa propre famille, et rien ne se passe. Aucun adulte ne l'arrête. Aucune conséquence ne se matérialise. Dans son esprit dénué d'empathie, cette impunité ne peut mener qu'à une seule conclusion logique. Il peut recommencer. Les psychologues qui étudieront plus tard son cas noteront l'escalade rapide. 6 mois seulement séparent les 3 meurtres. C'est une fréquence alarmante, même pour un tueur en série adulte. Mais chez un enfant de 7 à 8 ans, c'est tout simplement sans précédent dans les annales criminelles modernes. Le 3e meurtre se prépare. Amarjit a perfectionné sa méthode. Il a identifié ses victimes idéales. Des bébés incapables de se défendre, incapables même de crier efficacement. Il a compris que les adultes de son entourage ne l'arrêteront pas. Toutes les barrières morales, sociales et familiales qui devraient le retenir ont disparu. Mai 2007 approche. Une jeune mère nommée Shushma Devi s'apprête à confier sa fille de 9 mois à la crèche locale. Elle ne sait pas qu'elle ne reverra jamais son bébé vivant. Elle ne sait pas qu'un prédateur de 8 ans la surveille déjà. Mai 2007, la chaleur écrasante du Bihar rend l'air presque irrespirable. Dans la crèche rudimentaire du village, plusieurs enfants sont regroupés sous la surveillance approximative d'une adulte locale. Shushma Devi dépose sa fille de 9 mois, comme elle le fait régulièrement. C'est une nécessité. Elle doit travailler pour survivre. Amarjit Sada, maintenant âgé de 8 ans, rôde dans les environs. Personne ne trouve cela étrange. Les enfants du village circulent librement, sans horaire fixe, sans surveillance constante. Il observe la crèche. Il attend son moment. Il a déjà tué 2 fois. Il sait exactement ce qu'il va faire. À un moment d'inattention, Amarjit s'approche du bébé. Avec une facilité déconcertante, il prend l'enfant et s'éloigne. Personne ne réagit immédiatement. Dans le chaos quotidien du village, un enfant qui transporte un bébé n'attire pas l'attention. Peut-être est-ce un frère, un cousin, un voisin qui aide. Amarjit emmène sa victime vers un champ adjacent. L'endroit est isolé, caché par la végétation haute. Là, loin des regards, il commet l'irréparable. Il frappe le nourrisson avec une pierre. Encore et encore. Le crâne fragile du bébé ne résiste pas longtemps. La vie s'éteint rapidement. Avec un calme méthodique, Amarjit cache le petit corps sous l'herbe et les broussailles. Puis il retourne au village comme si de rien n'était. Il reprend ses activités habituelles. Il joue, il erre dans les ruelles. Il attend. Pour lui, c'est juste un autre jour ordinaire. Quelques heures passent. Shushma Devi revient chercher sa fille. La panique s'installe immédiatement quand on lui annonce que le bébé a disparu. Les recherches commencent. Le village entier est mobilisé. Les gens fouillent chaque recoin, interrogent les enfants, crient le nom de la petite disparue. Cette fois, l'affaire prend une tournure différente, peut-être parce que la victime n'appartient pas à la famille Sada, peut-être parce que la disparition est trop visible, trop publique pour être étouffée. Quelqu'un finit par alerter la police. C'est un moment rare à Mouchahar. Les autorités franchissent des limites du village. Les policiers commencent leur enquête. Ils interrogent les adultes présents à la crèche. Ils questionnent les enfants du voisinage. C'est alors qu'un nom revient plusieurs fois. Amarjit. Des témoins l'ont vu près de la crèche.
D'autres mentionnent son comportement étrange. Les policiers décident de l'interroger. Lorsque les agents s'adressent à lui, Amarjit ne montre aucun signe de nervosité, aucune peur. Il sourit. Il répond à leurs questions avec une aisance déconcertante. Puis, sans qu'on le presse vraiment, il avoue, simplement, directement, comme s'il racontait une histoire banale. « Oui, c'est moi, je l'ai tuée. Je peux vous montrer où elle est. » Les policiers sont abasourdis. Un enfant de 8 ans vient de confesser un meurtre avec la même innocence qu'il aurait admis avoir cassé un jouet. Mais ce n'est pas tout. Amarjit leur demande des biscuits. Il sourit encore. Il semble presque fier de montrer son travail. Il guide les agents jusqu'au champ, écarte l'herbe et révèle le corps mutilé du nourrisson. Puis, tranquillement, il demande à nouveau « Je peux avoir mes biscuits maintenant ?» Dans la salle d'interrogatoire improvisée du poste de police locale, Amarjit Sada est assis face aux enquêteurs. Ce qui se déroule alors défiera tout ce que ces policiers expérimentés ont pu voir dans leur carrière. L'enfant ne se contente pas d'avouer le 3e meurtre, il leur révèle les 2 précédents. Avec un enthousiasme presque joyeux, Amarjit décrit comment il a tué sa cousine de 6 mois. Il mime les gestes, il explique la sensation de ses mains autour du petit cou. Il ne montre aucun signe de détresse émotionnelle. Au contraire, il semble apprécier l'attention qu'on lui porte enfin. Pour la première fois de sa vie, des adultes l'écoutent vraiment. Puis il raconte le meurtre de sa propre sœur. Les détails sont glaçants de précision. Il se souvient de tout, l'heure approximative, la position du corps, ses propres pensées pendant l'acte. Entre 2 descriptions macabres, il demande régulièrement des biscuits. Il sourit. Il se balance sur sa chaise, comme le ferait n'importe quel enfant impatient. Les policiers réalisent qu'ils sont face à quelque chose d'exceptionnel et de terrifiant. Ce n'est pas un enfant traumatisé qui a commis un acte violent sous l'impulsion. Ce n'est pas un accident tragique. C'est un prédateur calculateur, dénué de toute empathie, qui a tué 3 fois et qui ne montre absolument aucun remords. Un psychiatre est rapidement appelé. Le docteur Sudhir Kumar examine Amarjit pendant plusieurs heures. Son diagnostic est sans appel. L'enfant souffre d'un trouble de la conduite sévère, avec des traits psychopathiques prononcés. Il n'a aucune compréhension de la notion de bien et de mal. Il est incapable d'éprouver de l'empathie ou du remords. Pour lui, tuer un bébé n'est pas différent de casser un jouet. Le psychiatre note plusieurs éléments troublants. Amarjit n'a jamais eu accès à la télévision, aux jeux vidéo ou à quelque forme de médias violents que ce soit. Il ne peut pas avoir appris ce comportement en imitant des modèles extérieurs. Cette violence émerge de l'intérieur, soit d'une prédisposition génétique, soit d'un traumatisme précoce non identifié, soit d'une combinaison des 2. L'affaire fait rapidement les gros titres en Inde et bientôt dans le monde entier. Le plus jeune tueur en série connu devient le surnom d'Amarjit. Les médias affluent à Mushahar. Les experts en psychologie criminelle débattent sur les plateaux de télévision. Comment est-ce possible? Comment un enfant peut-il devenir un monstre? Le système judiciaire indien se retrouve face à un dilemme. Selon la loi, un enfant de moins de 18 ans ne peut être condamné à une peine de prison. Amarjit ne peut techniquement pas être tenu pénalement responsable de ses actes, mais il représente clairement un danger pour la société. Que faire d'un tueur en série de 8 ans? La décision est finalement prise de placer Amarjit dans un centre de réhabilitation pour mineurs. Il y restera jusqu'à sa majorité. On lui attribue un nouveau nom pour protéger son identité future. Il reçoit un suivi psychiatrique intensif, avec des thérapies cognitivo-comportementales visant à développer artificiellement une forme d'empathie cognitive. Mais tous les spécialistes s'accordent sur un point sombre. La psychopathie véritable, surtout lorsqu'elle se manifeste si tôt, est extrêmement difficile, voire impossible, à traiter complètement. On peut apprendre à un psychopathe à simuler les émotions appropriées, à comprendre intellectuellement les règles sociales. Mais peut-on vraiment lui faire ressentir ce qu'il n'a jamais ressenti? En 2015, une rumeur circule. Amarjit Sada, alors âgé de 17 ans, serait toujours dans une institution pour mineurs. Mais depuis cette date, plus aucune information fiable n'a filtré. A-t-il été libéré à sa majorité? Vit-il quelque part en Inde sous une nouvelle identité? Représente-t-il toujours un danger? Personne ne le sait avec certitude. Cette incertitude glaçante fait partie de l'héritage de cette affaire. L'histoire d'Amarjit Sada soulève des questions fondamentales sur la nature humaine. Naissons-nous avec une capacité innée pour le mal, ou sommes-nous façonnés par notre environnement? Peut-on vraiment réhabiliter un psychopathe identifié dès l'enfance? Et surtout, combien d'autres enfants comme lui passent inaperçus dans des communautés marginalisées
où la pauvreté et la négligence créent les conditions parfaites pour que la violence s'épanouisse dans l'ombre. Si cette histoire vous a troublé, laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Pensez-vous qu'un enfant de 8 ans peut être véritablement mauvais, ou est-il toujours victime de circonstances? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres affaires criminelles qui défient notre compréhension de la psychologie humaine. Et n'oubliez pas, parfois le vrai monstre se cache derrière le visage le plus innocent.